Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. C'est la deuxième partie des jus, les applications. Merci de nous être fidèles depuis 4 ans maintenant. C'est Parler Cuisine, l'épisode 111. Mademoiselle, madame, monsieur, merci de nous rejoindre pour Parler Cuisine. Au micro, c'est Marc et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors, on fait suite à l'épisode 110 dans lequel tu avais répondu à la question d'un auditeur qui se demandait se demandait comment faire un jus et comment préparer En fait, la jus. réponse, c'est aujourd'hui. Voilà. Bon, pour vous donner une réponse académiquement correcte, tu avais d'abord donné les bases dans l'épisode précédent où tu faisais la différence entre jus, fumet, fond, etc. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et là, maintenant, tu vas nous faire des applications de tout ça. C'est bien ça? En tout cas, je vais en faire quelques-unes pour des viandes rôties. Et Ok. puis, je vous donnerai, pour ceux qui écouteront l'épisode jusqu'au bout, je vous expliquerai comment nos ancêtres préhistoriques faisaient pour faire leur bouillon, sans avoir ni casserole, ni métal, ni pot en terre cuite ou en céramique. Je vous expliquerai comment on faisait. Ah, Et ok. pour ça, il faut attendre jusqu'à la fin. Non, il faut déguster l'entièreté de l'épisode et tu te proposeras ça Oui, comme dessert, c'est ça? exactement. Oui, je vous l'ai dit dans l'introduction, ça fait 4 ans qu'on est là, qu'on est présent sur la podcastosphère francophone, ce qui fait probablement de nous le plus vieux podcast francophone de cuisine, le podcast indépendant, bien j'entends bien. Hein. Nous, on n'est pas financé par des radios publiques ou quoi que ce soit. On est financé par rien du tout, en fait. Ou non, nous sommes financés par les quelques auditeurs qui ont souscrit à Oui, notre mais on n'est page pas financé Tipeee. par autre chose que nos auditeurs. Voilà. Donc, ce podcast vous est sponsorisé par la poignée de personnes qui ont été suffisamment courageux, en tout cas suffisamment engagées que pour nous soutenir un soutien. Et si vous voulez rejoindre cette horde de fans invertébrés, allez donc les retrouver sur notre page Tipeee. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode ou sur parlercuisine.com. Maintenant, Guy, les jus. Les jus. Alors, la question était précise. Comment réaliser un bon jus de viande lorsqu'on cuit une pièce de viande? Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour cuire et réaliser un jus de rôti de bœuf au mieux qu'on puisse le faire. Donc, nous avons besoin à ce moment-là du rôti de bœuf, évidemment. Nous avons besoin de matières grasses. Traditionnellement, c'est du beurre, du sel et du poivre, évidemment. Nous avons également besoin de légumes. Nous avons besoin d'un peu d'oignon, d'un peu de carottes, d'un peu de céleri. Et nous aurons également besoin d'un petit peu de thym, d'un peu de laurier et de quelques queues de persil sous forme d'un bouquet garni, mais un bouquet garni non lié. Pourquoi? Parce que, quand vous verrez la technique qu'on va utiliser, le fait de lier le bouquet garni serait préjudiciable à son utilisation. La première chose à faire, c'est cuire la viande. Alors, comment cuit-on un rôti de bœuf? Un rôti de bœuf, je ne vous l'apprends pas, ça doit être saignant, éventuellement rosé à cœur. Alors, Oui. tout ça, c'est une question de température qu'il faut atteindre. Alors maintenant, on peut se procurer assez facilement des températures sondes qui permettent de piquer dans le rôti pour mesurer sa température à cœur. Thermomètre son, tu veux dire? Oui, pardon, un thermomètre sonde pour voir la température. À l'époque où j'ai fait mes études, c'était une hérésie. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais il était rigoureusement interdit de piquer d'une manière ou d'une autre dans une pièce de bœuf, même une côte à l'os. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas la faire saigner extérieurement, sinon elle perdait son jus. Et ça, c'était une faute grave, donc on ne pouvait pas le faire. Alors, comment faisait-on pour pouvoir juger de la température? Eh bien, à cœur, je veux dire, on devait tâter la viande. Et ça, j'expliquerai comment on fait après. Oui, ça se faisait à la main. Hein. Et en fonction de la consistance que la viande avait, on pouvait dire si elle était saignante ou si elle était trop cuite, tout simplement. Alors, un rôti de bœuf, quelle que soit sa taille, généralement c'est une pièce d'une belle dimension, on doit la colorer extérieurement. Pourquoi? Parce qu'on doit faire une croûte. Hein. Donc, on fait préchauffer son four. Donc, comme beaucoup de rôtis, pas que pour le Non, bœuf. oui, mais les rôtis de viande blanche, classiquement, ne se font pas colorer. Ce sont uniquement les rôtis de viande rouge, les pièces de viande rouge, donc l'agneau et le bœuf, pour prendre ces deux exemples-là. Hein, le porc ou bien le veau ne se font pas en principe colorer. Mais il y a des exceptions. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la lèche frite, ou en tout cas l'ustensile qui servira à cuire le rôti. Alors, la ménagère n'a pas toujours des ustensiles adaptés, à savoir qu'elle a la plaque de son four, hein, donc elle a la lèche frite du four, mais qui n'est pas toujours compatible avec la flamme ou avec le mode de cuisson qu'elle a. Je vais prendre un exemple.
Si vous avez une plaque de fourneau à induction, il n'est pas toujours dit que le métal de votre lèche-frite de four va fonctionner. D'autant plus que parfois la plaque n'est pas tout à fait plane, elle est parfois un tout petit peu, Oui, je dirais, bombée, et alors elle n'épouse pas bien la forme du fourneau. Donc objection, ça, c'est votre une honneur. première chose. Oui, mais Hein? si la personne nous écoute, c'est que c'est un passionné de cuisine et donc du coup, il cuisine au gaz. Ah, ça, oui, mais on n'a pas toujours la possibilité de cuisiner au gaz. Ça dépend des endroits où on habite. Hein. Parfois, les appartements ne sont pas équipés au gaz. Moi, je suis actuellement dans un endroit où je n'ai pas de gaz à mon grand détriment, mais c'est comme ça. Fait comment alors? Donc, comment on fait? On prend soit à ce moment-là une poêle traditionnelle, on met de la matière grasse dedans. Une fois que la matière grasse est couleur noisette, on y passe la pièce en la retournant de tous les côtés pour commencer un début de coloration. Et ensuite, on la met sur la plaque adéquate de son four. Alors, le four doit être préchauffé à 225 degrés au départ. Il ne faut pas mettre la viande dans un four qui est froid. Le four doit être préchauffé au moins un quart d'heure à l'avance. 225, c'est quasiment le maximum pour les fours. Il y a des fours qui montent à 250, mais beaucoup de fours maintenant sont limités à 225. Donc, on met ça au maximum. On met ça au maximum. On glisse la viande qui a été colorée sur la plaque et on met un tout petit peu de matière grasse dans le four pour éviter que la viande ne colle sur la plaque. Alors, la quantité de matière grasse qu'on doit mettre en même temps qu'on cuit un rôti doit toujours rester raisonnable. Pourquoi? Parce que l'idéal, c'est qu'à la fin de la cuisson, il en reste le moins possible. Ça évite d'avoir des sauces qui sont grasses, qui ont des yeux, comme on dit, dans le bouillon. Oui, Donc, on enlève, disons, la matière grasse excédentaire. Par contre, il doit y en avoir suffisamment que pour arroser la viande. Et pour avoir des bons sucs de caramélisation sur sa plaque, on doit arroser toutes les 5 ou 6 minutes la viande de manière à ce qu'il y ait un jus qui soit, je dirais, qui exude naturellement de la viande et qui se forme en caramélisant sur la plaque, qui forme ce qu'on appelle des sucs. J'ai une question. Ça, c'est une chose. Voilà. Ta pièce de viande que tu veux rôtir, est-ce qu'il faut la dégraisser? Est-ce qu'il faut couper le gras qui est dessus? Alors, quand vous achetez du bœuf, normalement, le boucher a paré la viande et il a même éventuellement rajouté du gras parce que ça se fait surtout en France. Hein, mais on a quelquefois des rôtis qui sont lardés, donc qui sont regarnis extérieurement de matière grasse sous forme de lard coupé en toutes fines tranches, voilà, et qui est ficelé. Alors moi, je n'aime pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que la cuisson d'un rôti de bœuf, alors généralement, ce sont des viandes qui présentent très bien dans le rayon, hein, mais je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'à l'endroit où vous avez de lard, la viande ne va pas colorer. Donc, elle sera moins agréable pour moi au niveau gustatif. Alors, on dit toujours, oui, mais quand on met du lard comme ça, c'est pour protéger la viande au début de sa cuisson, et puis il faut l'enlever à 3/4 cuisson, et puis laisser colorer la viande qui était donc protégée. Bon, moi, je vois pas vraiment l'intérêt. En tout cas, pour un rôti de bœuf, je n'en vois pas l'intérêt. Ça, c'est mon point de vue de cuisinier professionnel. J'aurais un autre point de vue pour la volaille, où on peut éventuellement protéger la poitrine de certains types de volailles, comme le pintado, avec une barre de lard, mais j'ai toujours cuit le pintado sans avoir cette barre de protection, même si à l'école on l'utilisait. Alors donc je disais, il n'est pas normalement nécessaire de dégraisser, et il peut rester un petit peu de matière grasse sur la pièce. Je vais prendre le cas d'un gigot d'agneau, il peut très bien rester la fine couche de matière grasse qui est d'habitude sur certains endroits de l'agneau, ce n'est pas un problème. Donc, on fait cuire la viande. Alors, combien de temps? Alors, on va vous dire, oui, mais c'est autant de temps à la livre, etc. Ce sont des sottises. Pourquoi? Parce que ça dépend de la forme, je dirais, de l'aspect de la pièce. Si vous avez une pièce qui est très ronde, comme ce qu'on appelle un filet d'Anvers, hein, qui a une forme, disons, à la mi-chemin entre ronde et triangulaire dans sa section, c'est une forme qui est très rebondie. On devrait quasiment donner un temps par centimètre de diamètre d'une pièce. Si vous avez un morceau qui est beaucoup plus plat, imaginons une côte à l'os, vous n'allez pas avoir le même temps de cuisson. Donc, comment fait-on pour tester, pour tâter la cuisson d'une viande? Alors, de temps en temps, il faut y aller avec la main. Hein. On touche la pièce, et tant que la pièce est élastique et qu'elle rebondit, c'est que la pièce est encore saignante à cœur. Et plus la pièce va devenir ferme, va devenir, je dirais, résistante, hein, donc moins élastique, plus la viande va être bien cuite. Et c'est comme ça qu'on utilise généralement la main pour tester la cuisson d'une viande. Il faut le faire 2-3 fois, quitte à ne pas avoir un résultat tel qu'on le souhaite exactement à la fin, mais au moins ça permet de tester la température de la cuisson d'une viande en le faisant à la main. Alors si vous avez une aiguille sonde et que vous voulez absolument tester avec un thermomètre, considérez qu'entre 49 et 51 degrés,
vous avez une viande qui est saignante, et dès que vous montez à 54-55 degrés, la viande de bœuf devient à point. Voilà au niveau des températures. Mais oui, donc pour tâter, c'est l'expérience, quoi. Il faut en faire plusieurs. C'est l'expérience, mais il faut le faire, 2-3 fois. Et puis, on se rend compte, lorsqu'on a la sensation et qu'on voit après comment la viande est cuite, on se rendra compte de ce qu'on doit avoir comme sensation pour le résultat qu'on veut obtenir. Okay. N'oublions jamais maintenant un autre point, c'est qu'une viande, idéalement, doit reposer autant de temps qu'elle n'a mis à cuire. Donc, si vous mettez votre rôti de bœuf, par exemple, 25 à 30 minutes au four, vous estimez que la température est suffisante, vous la prenez, vous la mettez sur une grille, elle-même reposant sur un plat ou sur une assiette, et vous recouvrez avec 2 feuilles de papier aluminium légèrement froissées qui vont servir d'isolant. Justement, elle ne va pas refroidir parce que vous allez mettre 2 feuilles de papier aluminium. Et vous pouvez encore faire mieux, c'est mettre d'abord une feuille de papier cuisson, donc papier, du vrai papier, et puis après vos 2 feuilles de papier aluminium, de manière à ce que votre viande reste au chaud. Et pendant ce temps-là, vous allez réaliser votre sauce, donc votre jus de cuisson. Comment allez-vous faire? J'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous faites un rôti de bœuf, vous allez considérer pour un rôti pas trop gros une demi-heure de cuisson, admettons. Eh bien, après 10 minutes, un quart d'heure maximum, vous allez ajouter les légumes que j'ai cités en début, à savoir des carottes en morceaux, à savoir un peu de céleri branche en morceaux, du céleri blanc, et des oignons coupés également en morceaux. Les morceaux pas trop gros. Pourquoi? Parce que les morceaux doivent colorer, ils doivent amuser la matière grasse. Alors, amuser la matière grasse, qu'est-ce que ça veut dire? Autour de la viande en cuisson, vous avez de la matière grasse. N'oubliez pas non plus, c'est que l'idéal, quand on peut le faire, c'est de choisir un ustensile de bonne dimension. Ici, j'ai considéré que c'était la plaque de cuisson de la cuisinière. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de zones où il y a de la matière grasse qui risque de brûler. Et pour éviter que cette matière grasse ne brûle, qu'est-ce qu'on fait traditionnellement? On ajoute des petits bouts de viande, on ajoute des parures, on ajoute des petits os. La ménagère n'a pas vraiment ça à sa disposition. Ou bien alors, elle doit les demander au boucher. Elle doit demander, est-ce que vous auriez un petit peu de parure de viande? Je compte cuire un rôti, et je voudrais bien mettre des petits morceaux de viande autour. Donc, ce sont des petits morceaux qui sont non pas des déchets, mais qui sont des parures de découpe. Quand le boucher part un rôti ou par une belle pièce de viande, il y a des petites choses qu'il élimine comme ça. Ce sont des petits bouts de viande avec un peu de gras quelquefois, parfois ce sont des petits os, et vous mettez ça autour de votre viande à cuire, et on appelle ça amuser la matière grasse. Ça évite à la matière grasse de brûler. Comme vous avez arrosé régulièrement votre rôti, vous avez des sucres de caramélisation. Vous avez mis vos légumes à peu près à un quart d'heure de la fin de la cuisson. Vos légumes vont caraméliser dans la matière grasse. Vous enlevez votre rôti, vous ajoutez un tout petit peu de thym, vous ajoutez un petit peu de queue de persil émincé, vous ajoutez un petit peu de poudre de laurier ou un fragment de feuille de laurier, et puis vous allez maintenant déglacer. Alors, je vais vous donner un truc que peu de gens connaissent et qui m'a été montré par un cuisinier il y a des décennies de cela. Il y a donc très longtemps. J'étais encore. C'est un grand secret. Un secret de vieux sorcier. C'était pour un banquet où je travaillais et on allait servir l'évêque du diocèse. Oui. Et alors, l'évêque était venu assister dans une de ses paroisses à une fête paroissiale. Il y avait comme ça 200-300 personnes. Et bon, moi, je travaillais en salle, mais on allait, bien sûr, régulièrement en cuisine. Et le cuisinier de l'époque, je le vois prendre la bouilloire de café, donc la cafetière qui était sur le fourneau, et je vois qu'il est en train de déglacer avec du café. Alors, je me suis dit, mais enfin, du café léger, C'était pas de l'expresso, c'était pas du mocha, C'était vraiment du café léger. Et je dis, qu'est-ce que vous faites là? Mais il dit, ça va donner une belle couleur. Alors, lui n'avait pas de fond à sa disposition, Il a simplement déglacé des plaques de rôti de bœuf avec du café. Il a évidemment il a décollé les sucres de cuisson qu'il y avait dans le fond de la plaque, avec les légumes dont je viens de parler. Et puis après, il a filtré et il a eu son jus de viande qui était réalisé comme ça. Alors, j'ai goûté le jus de viande en question. Le goût du café était à peine perceptible et personne dans la salle n'a relevé en disant, tiens, on dirait qu'il y a du café dans la sauce. Par contre, ça permettait d'avoir un jus brun, puisque sinon il aurait dû mettre de l'eau, évidemment. Donc ça permettait d'avoir un jus qui soit brun au niveau de la couleur, puisque c'était du café. Et d'autre part, les sucres de viande avaient été décollés, comme si ça avait été de l'eau. Maintenant, j'ai donné à l'épisode précédent la manière dont on faisait les fonds. Forcément, le cuisinier amateur ne va pas réaliser des fonds, parce que c'est très long en cuisson. Un véritable fond de bœuf, un fond brun, il faudrait le laisser cuire entre 8 et 16 heures. Généralement, chez soi, on ne fait pas ce genre de choses. Ce serait même très difficile à faire. Mais il faudrait commencer très tôt le matin à 8 heures et terminer à minuit pour avoir
Ils ont le résultat, c'est fastidieux, c'est coûteux, parce que les autres veaux ou les autres bœufs, maintenant, on ne les a plus gratuitement. Donc, généralement, on utilise des jus de viande qu'on trouve dans le commerce. Alors, c'est pas compliqué. Pour ceux qui trouvent encore des jus de viande en poudre, vous diluez tout simplement le sachet de poudre avec la quantité d'eau qui est indiquée sur le dos du sachet, et vous ajoutez cette sauce de base, donc dans votre déglaçage de la plaque. Vous faites bien décoller les sucres en utilisant une cuillère en bois ou quelque chose qui ne risque pas de griffer votre plaque. Vous faites réduire un petit peu, vous rectifiez l'assaisonnement, du sel, du poivre, vous passez au chinois, et pour avoir un jus qui soit bien brillant, vous pouvez monter au beurre. Alors, si on veut avoir un jus qui soit très légèrement lié, parce qu'on se dit, bon, là, c'est quand même consistance très aqueuse, c'est vraiment une consistance très fluide. Vous voulez un petit peu lier, il y a plusieurs méthodes. Les plus faciles, c'est d'utiliser les liants minutes qu'on trouve dans le commerce. Donc, ce sont les maïzena brunes, etc. N'utilisez pas de la blanche, sinon ça risque de faire blanchir votre sauce. Utilisez plutôt la brune. Je ne conseille pas d'utiliser du roux, parce que le roux va donner un aspect trop velouté à votre jus de cuisson. Par contre, ce que les professionnels utilisent, c'est de la raw. Alors, la raw, c'est un peu comme de la maïzena, c'est blanc. On en met une cuillère à café dans une tasse, on dilue avec un tout petit peu d'eau, on verse dans la sauce qui est en train de mijoter, on travaille au fouet pour que ça se répartisse convenablement dans l'ensemble, et quand vous comptez 15 grammes au litre de sauce, vous avez un résultat super, c'est-à-dire que vous allez avoir une sauce qui va être très légèrement épaissie, qui va être brillante, et qui va être, malgré tout, fluide tout en étant épaisse. Mais quand on dit épaisse, elle va simplement napper la cuillère, elle ne va pas coller comme une béchamel ou comme une sauce mornay. C'est vraiment une sauce qui, avec 15 grammes au litre, va être à la bonne consistance. Mais bien sûr, on ne travaille pas en pesant, sauf pour de grandes quantités. On travaille à l'œil. Avec une cuillère à café, c'est généralement suffisant pour un rôti pour 5-6 personnes. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à notre ami qui nous posait la question. Lorsqu'on réalise maintenant la cuisson d'un rôti de viande blanche, donc genre rôti de porc, rôti de veau, on travaillera de la même manière. Si ce n'est que le four, on va commencer par un four à 200 degrés et puis on va rapidement le descendre après 10 minutes à 180 degrés. La coloration d'une viande blanche se fait parallèlement à la cuisson, donc ça veut dire qu'on ne va pas précolorer la viande. On va simplement la badigeonner de matière grasse après l'avoir assaisonnée et la couleur va venir en même temps que la viande va cuire. Alors là, par contre, on va devoir monter un petit peu plus en température au niveau de la cuisson à cœur. On peut éventuellement laisser le veau un petit peu rosé. Le porc, il peut être rosé, mais il ne doit plus couler sanguignolant. Alors, comment fait-on? Contrairement à la viande rouge qu'on ne devait pas piquer, on peut piquer la viande blanche pour voir si elle est cuite. Alors, comment fait-on? On prend soit une aiguille à brider, soit une fourchette diapason. Ce sont des grandes fourchettes avec deux dents très très fines et très très longues. On peut piquer dans la viande et on voit quelle est la couleur du jus qui s'écoule. Alors, si le jus est clair, ça veut dire que la viande est cuite. Si le jus est encore trouble, ça veut dire que la viande n'est pas suffisamment cuite. Alors, traditionnellement, quand j'ai fait mes études, il n'était pas question de servir du porc rosé. Maintenant, de plus en plus, on peut servir du porc légèrement rosé lorsqu'il est blanc, et a fortiori lorsque ce sont certaines variétés de porc qui donnent une viande qui est rouge. Alors, nous avons mangé ensemble dans un restaurant un jour ce fameux porc qu'on appelle le porc ibérique. Oui. Vous vous rappelez? Restaurant qui a fermé entre-temps. Restaurant qui a fermé entre-temps. Et en plus, j'ai un très mauvais souvenir de ce repas-là, du moins du porc, parce qu'il était beaucoup trop cuit. Il était sec, il était archi cuit, alors que comme une viande rouge, ça devait être servi au minimum rosé, donc à point en fait. Donc, et ça, c'est un mauvais souvenir parce que le plat coûtait cher et la viande n'a pas été respectée. Alors, même chose, vous mettez les légumes, carottes, oignons, morceaux de céleri, avant la fin de la cuisson, certainement un quart d'heure, 20 minutes avant la fin de la cuisson. Les légumes vont donc être légèrement caramélisés, légèrement colorés, tout en ayant absorbé la matière grasse de la cuisson. Une belle cuisson, que ce soit le bœuf, que ce soit le poulet, que ce soit le veau, que ce soit le porc, que ce soit l'agneau, nécessite toujours une viande doit être arrosée toutes les 5 minutes. Et c'est le fait d'arroser la viande qui va donner un sucre de caramélisation dans le fond de l'ustensile par la suite. Ça, c'est la condition. Si on n'arrose pas la viande, on n'a pas un bon jus de cuisson après. Alors, même chose, on peut réaliser du fond de porc, mais ça, c'est quand même très, très rare. J'ai vu ça en Angleterre parce qu'il y avait des cubes de porc. Généralement, on déglace également, soit avec un fond brun, soit avec un jus de veau brun, lorsqu'il s'agit d'une viande de veau, d'une viande de porc. L'agneau, on peut déglacer avec un jus d'agneau, mais généralement, quand on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? On met tout simplement
un fond brun ou un jus de veau un jus de veau brun. Et ça marche aussi avec l'agneau. Alors, des petites spécificités, par exemple, avec le porc, on va pouvoir mettre 1 ou 2 feuilles de sauge, ça c'est traditionnel. Avec l'agneau, on va mettre un petit peu de quelques brins de romarin. On va mettre un petit peu d'ail aussi. Si on aime l'ail, il n'y a pas de problème, on met de l'ail dans la sauce, ça va parfumer la sauce. Et puis après, on filtre de manière à ce qu'elle n'apparaisse plus dans le jus final. Même chose, que ce soit pour le bœuf, on peut très bien lier très légèrement avec un tout petit peu d'arrowroot, un petit peu de maïzena, si on veut un jus qui a un tout petit peu plus je dirais un peu plus de consistance. Alors, il y a le poulet maintenant. Oui. Alors, le poulet, même chose. Poulet rôti, un poulet d'1,2 kg, d'1,4 kg, on le fait toujours partir avec un quart d'heure sur chaque cuisse et ensuite on présente la poitrine vers le dessus. Ça, c'est au niveau, disons, de la manière dont on le met au four. L'arroser également toutes les 5 minutes. Considérez qu'un poulet d'1,2 kg, 1,4 kg, il faut à peu près 50 minutes à 1 heure de cuisson. Là, on va être à 180 degrés. Alors, il y a 2 écoles. L'école où j'ai fait mes études, on ne mettait que des abattis autour du poulet. C'est-à-dire qu'on mettait des bouts de pâte, des ailerons, le cou concassé, etc. Et on déglaçait uniquement à l'eau. Ça, c'était l'école où j'étais. Et puis, l'école dans laquelle j'ai donné cours, dans les 2 écoles où j'ai travaillé, là, par contre, on ajoutait en plus de nouveau les légumes. Donc, carottes, céleri et oignons. Ça donne un résultat un petit peu différent, c'est qu'on a un jus à ce moment-là qui a un petit peu un goût légume, ce qui n'est pas le cas du jus de poulet où on ne déglace qu'avec de l'eau ou éventuellement un fond de volaille. C'est tout à fait différent, mais les 2 sont possibles. Technique identique. On fait revenir, je dirais, après avoir déglacé les sucres de caramélisation, les légumes et les abattis dans le jus, on amène à ébullition, on passe au chinois, on rectifie l'assaisonnement et on peut très très légèrement lier de nouveau avec l'équivalent d'1 cuillère à café à peu près par litre de liquide. J'espère avoir répondu au mieux aux questions de notre auditeur. Mais ça, c'est pour les jus de rôti. Oui, tout à fait. Mais ça n'a rien à voir avec les jus de viande que tu aurais poêlé ou que tu aurais grillé. Alors, lorsqu'on fait une cuisson, alors ne pas confondre une cuisson poêlée et une cuisson sautée. Alors, le poêlage, c'est une cuisson tout à fait particulière qui consiste, je ne vais pas en parler trop maintenant parce que ça serait le cas d'un épisode complet, qui consiste d'abord à colorer sa viande, à faire revenir des légumes dans la coloration, donc dans la matière grasse qui a servi à colorer la viande, à poser la viande à cuire, généralement ce sont des noix de veau qu'on fait de cette manière-là, sur le lit de légumes, et après à arroser avec beaucoup de matière grasse la viande pendant toute la cuisson, et on réalise après la sauce à partir des légumes qu'on avait obtenus lors de la cuisson. Alors ça, c'est une viande poêlée. Une viande sautée, c'est lorsque vous faites cuire la viande directement dans la matière grasse après l'avoir ou non farinée. Les viandes blanches traditionnellement se farinent, donc une viande comme une côte de porc par exemple se farine traditionnellement. Maintenant, ça ne se fait quasiment plus. Alors le fait de fariner, ça permettait de donner une croustillance à la viande. Alors lorsque vous cuisez votre viande donc à la sauteuse, qu'on peut appeler poêle éventuellement, mais sans que ce soit une cuisson poêlée, vous retournez la viande évidemment à mi-cuisson. Vous jugez de la même manière de sa cuisson, c'est-à-dire que si c'est du bœuf, une côte à l'os par exemple, elle sera à point lorsque vous verrez le sang qui perle à hauteur des os. Lorsque c'est du veau, c'est la même chose. À ce moment-là, généralement, on retourne la viande. Une côte de porc, c'est la même chose. Dès que le sang perle à l'os, on la retourne, on l'enlève, on la garde au chaud et ensuite vous allez déglacer votre ustensile de cuisson avec un jus de veau brun, par exemple, lorsqu'il s'agit de bœuf ou un fond brun éventuellement, ou éventuellement, si vous cuisez de la volaille, pourquoi pas un jus brun de volaille. Mais quand vous n'en avez pas, vous déglacez tout simplement avec du fond brun ou du jus de veau brun. Même chose, une fois que c'est déglacé, que les sucres de caramélisation du fond de l'ustensile ont été décollés, vous passez au chinois, vous liez légèrement si c'est votre souhait, mais ce n'est pas une obligation de lier. Alors j'avais déjà donné comme conseil le fait de dire que lorsqu'on fait une viande sautée, si on la fait dans une poêle incollable, on a beaucoup moins de chances d'avoir des sucres de caramélisation dans le fond de l'ustensile. Par contre, si on utilise une poêle traditionnelle, soit un cuivre étamé, soit éventuellement de l'inox, la viande va très légèrement accrocher et elle va donner des sucres de caramélisation dans le fond de l'ustensile. Très légèrement accroché. C'est ce qu'on recherche. Dis-moi, faudrait que tu m'expliques. Il faudrait un jour que quand tu me vois, je vais te montrer. Moi, chaque fois que je fais dans une poêle traditionnelle, donc non collante, ou alors une vieille poêle au téflon dont le téflon est parti, ou à partir d'un certain moment, ça ne marche plus le téflon comme ça. Et non, tout à fait. On dit oui, il faut mettre un peu de matière grasse. Je mets de la matière grasse, mais ça colle quand même. Ça colle bien. Ça colle quand même parce que généralement, ça grippe au fond, donc il faut.
Oui, tout à fait. Parce que tout simplement, la matière grasse a tendance à fuir la viande, hein. En fait, la viande, par simplement le fait qu'elle pèse, elle va donc faire fuir la matière grasse, elle va expulser la matière grasse sur les côtés, puisque la matière grasse est liquide au moment où elle est chaude, hein, et effectivement, ça colle. Il y a que dans les poêles en téflon, ou qui sont neuves en téflon en tout cas, que ça ne colle pas. Mais quand on veut avoir des sucs de caramélisation, en principe, on doit avoir une viande qui accroche légèrement. Ça permet à ce moment-là de former des sucs de caramélisation par le jus qui va sortir de la Mais viande. comment faire pour que ça n'accroche pas de trop? Ben, il faut, quand on a mis la viande et qu'on l'a laissée 2-3 minutes, il faut tout simplement la soulever avec précaution et faire refluer de la matière grasse en dessous de la viande. Faut la À ce bouger moment-là, ça faut n'accroche. la bouger en permanence, quoi. Ou alors il faut la bouger, ou alors il faut la bouger un petit peu pendant sa cuisson, de manière à ce qu'elle se positionne là où il y a de la matière grasse. Ok, ok. Et alors, je rappelle aussi, concernant le fait de saler ou pas la viande avant ou après, hein, si on utilise une poêle, je dirais non téflonnée, donc une poêle qui colle un petit peu, il faut essayer que le jus sorte un peu de la viande. Donc à ce moment-là, on va saler la viande avant, 4-5 minutes avant de la mettre en cuisson. Pourquoi? Parce que le sel va faire ressortir un petit peu de liquide de la viande. Si maintenant on travaille avec une poêle incollable, à ce moment-là, on peut saler après, parce que ça n'a pas de sens. On fait sa sauce à part en mettant un petit peu de concentré de viande. Et alors, à ce moment-là, on peut saler après, il n'y a pas de problème. Ok, super. Bon. Évidemment, c'est comme toute chose, hein. Il faut mieux le voir réaliser plutôt que de l'entendre en explication un petit peu abstraite comme ça. Moi, je visualise évidemment ce que je dis, mais quelqu'un qui veut avoir la bonne réponse, c'est un petit peu plus compliqué à devoir le faire simplement en ayant des explications. Bon, pour le voir, il suffit de t'inviter alors. Ah, il suffit de m'inviter, ou alors il suffit tout simplement de réaliser soi-même, et puis on teste et on essaye, hein. De toute façon, faire des progrès en cuisine, ça s'obtient qu'avec la pratique. Une pratique, pratique, Eh oui, pratique. Continuez à le faire. Bon, ce sera tout? ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, mais alors, comment ils font les préhistoriques, là, t'avais dit? Ah, ben oui, voilà. Ah, Alors donc, imaginez, qu'est-ce que vous pourriez utiliser si vous n'avez pas de casserole pour faire du bouillon, pour faire cuire une viande ou des légumes, ou les deux en même temps, je dirais poché. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? bon, j'aurais eu 20 ans de moins, je t'aurais dit des trucs que tu aurais trouvé obscènes. À savoir. Mais, quoi, c'est un creux dans la roche? Alors, on a retrouvé effectivement des traces de creux dans la roche dans lequel on pense qu'on a réalisé ce genre de choses. Et alors, il y a une expérience qui a été tentée parce que la méthode que je vais vous expliquer a été utilisée quasiment jusqu'il y a à peu près un siècle d'ici. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, ils savaient préparer des animaux, donc ils avaient du cuir. Ils avaient donc soit la panse de l'animal, soit éventuellement des espèces des peaux qui étaient plus ou moins tannées. Donc, ils faisaient d'abord un trépied en bois, hein, donc avec des liens. Généralement, c'était de l'écorce de jonc ou bien des lanières de jonc. Ils utilisaient cela comme ficelle, comme câble. Donc, ils avaient d'abord un trépied en bois qui était fait avec 3 pieux, dont les pointes étaient fichées dans le sol. Et puis, ils accrochaient au centre de ce trépied une poche de cuir qu'ils avaient donc réalisée en tannant les peaux. Et ils utilisaient comme ficelle des tendons ou des nerfs d'animaux. Donc, ils avaient une espèce de poche. Alors, cette poche pouvait contenir du liquide. Donc, ils mettaient de l'eau, ils mettaient éventuellement de la viande ou bien d'autres aliments à cuire. Et puis, pour faire chauffer ça, c'était pas la bonne méthode que de mettre le feu en dessous, Ben évidemment. non. Donc, ils faisaient, non. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient chauffer des pierres Ah oui. sur un brasier qui était à côté. Lorsque les pierres étaient vraiment devenues très chaudes avec une espèce de pince en bois, ils les déposaient dans le liquide et ils arrivaient en changeant les pierres comme ça à avoir un liquide qui était à ébullition après une demi-heure. Et ils maintenaient la température en changeant les pierres. Alors, on a fait des essais parce que j'ai lu un article d'Hervétis à ce sujet-là ici il y a peut-être une heure de cela. Je connaissais l'astuce, hein, mais j'ai quand même voulu vérifier. Il fallait qu'on change les pierres de manière à ce que le volume utilisable soit toujours le même. Parce que si vous faisiez qu'une chose, c'était de recharger en pierre chaude, à un moment donné, votre bouillon, il débordait, bien entendu, hein. Mhm. Donc, il fallait enlever les pierres qui avaient donné leur Bien chaleur sûr. et les remplacer par des pierres qui étaient toujours au fourneau. Et alors maintenant, on est en train d'analyser les pierres en question parce que les liquides ont laissé des traces Des à la résidus dans les surface des porcs, pierres, oui. des résidus. Et on va pouvoir déterminer quelles sont les choses qu'on avait fait cuire, simplement en analysant les résidus que la pierre a gardés. Hein, si on avait fait ça avec de l'eau pure pour le plaisir de faire chauffer de l'eau, il y aurait pas de résidus. Par contre, comme il y avait donc des légumes, vraisemblablement des racines, hein,
et qu'il y avait de la viande, on va pouvoir dire, tiens, le régime alimentaire pouvait se composer de ça ou de cela. Donc on utilisait des pierres pour transférer l'énergie du feu L'énergie, directement. donc l'énergie de la masse de la pierre qui était chaude, qui était bien entendu à plus de 100 degrés, on utilisait cette énergie pour faire chauffer l'eau et carrément la faire bouillir. Et le cuir tenait l'eau bouillante sans problème. Apparemment, le cuir tenait l'eau sans aucun problème. Le cuir, c'est quand même... Bon, si c'était du cuir de mammouth, ça devait être relativement épais quand même. Hein. Ou du cuir d'auroch, à mon avis, ça devait être épais. Hein. Ok. Intéressant. Intéressant. Si un jour on se retrouve dans la nature et qu'on n'a pas de casserole, il faut attraper un auroch qui passerait par là. Mais bon, comme ils ont disparu, et les mammouths aussi, ça va être difficile. On va devoir se contenter d'un cerf ou d'une biche ou d'un autre animal du même genre. Dis-moi, les aurochs, c'est pas ça qui a donné, qui a engendré les vaches? C'est-à-dire que les vaches sont en fait des aurochs qui ont été domestiqués. Hein. Voilà. Donc si on laisse les vaches repartir à l'état sauvage, ça va redevenir des aurochs? Oui, on a fait cela parce que les aurochs ont été recréés artificiellement en prenant des vaches, je dirais entre guillemets primitives, entre autres des vaches espagnoles. Par contre, on n'a pas réussi à recréer l'auroch dans sa taille d'origine. Alors l'auroch, il est caractérisé par le fait d'avoir une échine, une bande de poils noirs au-dessus de l'échine, hein, donc au milieu du dos au-dessus. Alors ça, on a réussi à le faire. Par contre, les aurochs qu'on a reconstitués artificiellement restent des aurochs de petite taille, donc ce reste, disons, entre guillemets, on va dire des vaches redevenues sauvages. Tandis que le véritable auroch, lui, il atteignait plus de 2 mètres au garrot, ce qui était énorme. C'était vraiment une bête monstrueuse avec des cornes énormes, se coucher les mâles, puisque les aurochs devaient se défendre contre les loups. Hein, et on n'a pas réussi à recréer l'auroch exactement tel qu'il était dans sa version d'origine. On a recréé un auroch qui s'en approche, mais qui n'est pas exactement le même. Ok, super. Voilà, nous ne pourrons donc pas manger de viande d'auroch. Oui, mais il nous reste encore toutes les autres viandes à manger. Ah oui, sauf si le véganisme prend le dessus et qu'on nous supprime toutes nos races de viande, de vaches à viande qui ont été améliorées depuis 5000 ans. Hein. Oui, c'est à voir. Bon, il faudra que la mode passe. C'est à voir. Mais c'est une mode qui fait quand même de plus en plus d'adeptes maintenant. Hein. Je vois que même dans les gens que je connais, hein, bon, maintenant je mange moins de viande, plus de viande, etc. On peut manger moins de viande. Manger moins de viande, c'est pas le véganisme. Non, tout à fait. Mais si c'est manger moins de viande pour un jour ne plus en manger du tout, il faut se dire qu'à ce moment-là, il y a plus aucun agriculteur qui va élever des bêtes pour le plaisir de les voir gambader dans les prairies. On en est encore très très loin. Et on en est encore loin, mais ça pourrait quand même, si c'est une mode qui dure, on pourrait quand même à un moment donné, d'ici 15 ans ou 20 ans, avoir une consommation de viande qui est très très nettement réduite, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'élevage ne sera plus. Hein, et on va perdre d'un point de vue génétique 5000 ans de sélection et d'amélioration des races. Mais on va pas complètement abandonner. On va peut-être revenir à des tailles qui sont plus gérables, parce que quand tu regardes les tailles d'élevage maintenant où les animaux sont carrément maltraités. Je pense quand même que cette préoccupation-là est une préoccupation d'occidental européen. Je vois mal, parce que c'est pour des raisons culturelles, hein, je vois mal l'américain du style le texan se dire, moi, tout d'un coup, je vais manger moins de viande ou je ne vais plus en manger du tout. Je vois mal l'argentin et le brésilien pour qui la viande est je dirais quasiment une culture génétique intrinsèque à ces populations. Hein, ce sont des gens qui sont capables de manger des côtes à l'os, je dirais quasiment sans aucun accompagnement, des côtes à l'os d'1 kilo ou plus. Je vois mal ces populations tout d'un coup se diriger vers le véganisme pur et dur et ne plus manger de viande parce que l'élevage fait partie de leur culture ancestrale. Maintenant, les Européens, nous avons une autre mentalité, on est moins proche de la terre peut-être que ces gens-là. Et on va sans doute passer à une consommation nettement moindre de viande, ce qui n'est pas plus mauvais ni pour la planète ni pour notre santé, mais ce ne sera pas le cas partout dans le monde. N'oublions pas non plus que les populations asiatiques telles que les Chinois n'ont qu'une envie, c'est de manger à l'européenne. Donc eux qui mangeaient très 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 peu de viande, en mangent de plus en plus. Donc ce qu'on va peut-être entre guillemets épargner ici comme animaux et épargner comme gaz à effet de serre chez nous sera très largement compensé par d'autres pays qui eux vont manger beaucoup plus. Il y a des évolutions. Regarde, il y a 50 ans, le mouton était très fort consommé chez nous. Maintenant, on n'en consomme plus parce que tous les moutons du monde, on les exporte vers des pays arabes. Et pareil pour le porc. Le porc qui était peut-être la viande la plus élevée en Belgique, il y avait plus de porc en Flandre. C'est toujours le cas. Hein.
Mais maintenant, le porc est devenu excessivement cher parce qu'ils vendent tout en Chine. Oui, le porc est devenu cher, le lard est devenu cher, le lard maigre est devenu très cher, mais on continue toujours à manger du porc. Ce qu'on remarque par contre, c'est une consommation, je dirais quand on traduit les viandes en kilos par habitant et par an, une consommation qui diminue. Elle a augmenté jusque dans les années 70, début des années 80. Et puis, fin des années 80, début des années 90, le grammage ou disons les kilos consommés par an ont progressivement diminué. Et puis, on a aussi observé un glissement dans les viandes qu'on consomme. Par exemple, l'agneau était très peu consommé chez nous dans les années 70, 80. Et puis maintenant, l'agneau est consommé légèrement plus. On consomme également moins de viande rouge et on consomme davantage de poulet. Le poulet était jadis une viande de type luxueux. La dinde, par exemple, c'est la même chose. Il y a 40 ans, de la dinde, on en mangeait éventuellement à Noël et encore, c'est anecdotique. Maintenant, de la dinde, on la trouve quasiment à toutes les sauces, y compris en préparation froide. Pour les personnes qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas manger, par exemple, du jambon de porc, on trouve maintenant du jambon de poulet, on trouve du jambon de dinde, et ces viandes-là, on les trouve même fumées, on la trouve à la fois cuites et fumées, et on les retrouve dans les sandwichs et dans les préparations froides. Je me souviens qu'effectivement, un blanc de dinde coûtait moins cher qu'un blanc de poulet quand j'habitais en France. Et maintenant, j'habite en Angleterre, je ne trouve même pas de viande de dinde. Il n'y a qu'à Noël qu'on la trouve, comme tu dis. Mais il y a autant sur le continent, je trouvais de la viande de dinde et de la viande de poulet à parts égales. Autant ici, je trouve c'est pas courant. Voilà, ça dépend aussi du pays. Il y a des pays où on t'élève la dinde et on la vend comme ça en filet au même titre que le poulet, mais voilà. C'est quelque chose qui m'a encore frappé la dernière fois. J'étais dans un supermarché en Belgique. J'ai dit, ah, c'est vrai, ils ont de la dinde ici. Et alors, tu as sous toutes les formes, quoi. Wow. Mais on a de la dinde parce qu'on a la proximité culturelle et culinaire de la France. La Belgique ne produit pas énormément de dinde. On en produit un peu, mais c'est anecdotique. Par contre, la France est un très, très gros producteur de dinde. C'est vraiment une viande, non pas qui est à la mode, mais qui est très prisée en France. Et alors, le fait d'utiliser la viande de dinde en charcuterie, en salaison, ça permettait d'abord aux personnes qui ne veulent pas manger de porc de consommer une viande blanche froide de type jambon. Et surtout, ça permettait d'utiliser la dinde à une autre période qu'à Noël, parce que oui. Il faut se rendre compte que quand on ne consommait de la dinde qu'à Noël, il fallait réserver des élevages uniquement à la dinde et à des périodes déterminées. Et puis, il fallait produire d'autres choses le restant de l'année. L'élevage ne pouvait pas rester. Et ça met combien de temps une dinde à devenir entre l'éclosion et là, je ne saurais pas dire parce que ça dépend. Bon, ce que je veux dire est une palissade, mais ça dépend de la taille de la dinde qu'on veut obtenir. Lorsqu'on a des dindes qui font 10 kilos, il est évident qu'ils doivent peut-être être engraissés pendant 4-5 mois, alors qu'un dindonneau. Ça affecte la qualité de la viande. Parce que regarde le poulet, par exemple, s'il passait les 90 jours, ou passé les 3 mois, ça devient c'est plus aussi, enfin, la qualité de la viande est plus coriace. Dans le cas de la dinde, le blanc, donc les suprêmes, la poitrine reste toujours relativement tendre, mais elle donne une viande qui peut éventuellement être sèche après cuisson. Par contre, les cuisses sont beaucoup plus moelleuses, mais par contre, elles sont plus fibreuses. Pourquoi? Parce qu'il y a les tendons des pattes. Or, dans les blancs, il n'y a pas de tendons. Quand vous avez un rôti de dinde ou un rôti de dindonneau, donc vous avez un gros morceau de viande qui est paré. Il n'y a plus de matière grasse, il n'y a pas de tendons, il n'y a rien du tout. Par contre, lorsque vous avez des pattes, vous avez des tendons qui peuvent être parfois un petit peu récalcitrants. Donc, ce sont souvent des viandes qui sont à ce moment-là dénervées. Alors, comment fait-on? Je ne sais pas comment ça se fait mécaniquement, mais on fait ça pour les faisans. Je vous donne un petit truc ici. Lorsque vous avez un faisan, un vrai faisan sauvage, je ne parle pas d'un faisan d'élevage qu'on a relâché la veille de le tuer, je parle d'un vrai faisan sauvage, il a des tendons qui sont lignifiés. Ça veut dire quoi? Qui sont ossifiés. Ça veut dire que le tendon n'est même pas sous forme de tendon élastique, c'est sous forme de bout d'os carrément dans la cuisse. Alors, la manière de les retirer lorsqu'on faisait soi-même, je dirais, l'après de la volaille, donc dans les cuisines, dans les gardes-manger, eh bien, comment faisait-on? On devait battre avec le dos de la lame d'un grand couteau la pâte de manière à casser l'os, mais en laissant les tendons toujours actifs. Et puis, on coinçait la pâte dans un tiroir et on tirait sur la bête en ayant la pâte coincée dans le tiroir. Et ça permettait d'arracher les tendons qui étaient dans la cuisse. C'est comme ça qu'on faisait. Alors, je suppose qu'une technique similaire doit exister pour les tendons dans les vieux dindons, dans les vieilles dindes, de manière à avoir à ce moment-là des rôtis constitués où il n'y a pas de traces
de traces de ces bouts d'os. Mais j'en ai déjà trouvé en mangeant de la cuisse de dinde. J'ai déjà trouvé donc des parties lignifiées, ossifiées de tendons, et c'est pas agréable du tout, évidemment. Et alors, avec ces cuisses de dinde, soit on les vend sous forme de cuisses individualisées, et on sait qu'on peut manger à deux dessus, par exemple. On les rôtit comme si c'était des pièces de rôti de viande, on les rôtit au four. Mais on peut également les découper, les époter et les mettre dans des filets gaines. Et on a à ce moment-là ce qu'on appelle du rôti de cuisse de dinde, et ça se vend pour les collectivités, pour les messes, pour les restaurants, disons, de type routier, etc. Donc des restaurants, je dirais, moins gastronomiques. Et c'est très bon parce que la cuisse est beaucoup plus juteuse que le blanc, dans le cas de la dinde. Ok. Bon, non, on s'est éparpillé. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, on a un blog, on a un podcast où on peut parler. On peut parler, on ne parle pas que d'une recette, on peut parler de plein de sujets qui nous passent par la tête au moment où on enregistre. On est là pour parler cuisine et j'espère que vous avez on est là apprécié pour parler ce cuisine, moment en notre compagnie. En tout cas, tout le plaisir était pour nous. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. Tu voulais rajouter quelque chose, Guy ? En tout cas, j'espère que notre auditeur qui a reçu les instructions pour faire ces jus nous tiendra au courant de ces essais et de ces problèmes éventuels. Voilà. J'espère que ça a répondu à sa question. Si vous aussi vous avez une question, n'oubliez pas, c'est question@parlescuisines.com ou alors sur notre page Facebook, Parler Cuisine, le podcast de la cuisine, @parlescuisine, sur Twitter c'est pareil, ou sur Instagram. Bref, c'est pas les moyens de nous contacter qui manquent. Et puis si vous voulez nous soutenir et vous témoigner votre reconnaissance, votre soutien et vos encouragements, il y a la page Tipeee. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.